Depuis plus d'un siècle, le cinéma occupe un rôle essentiel dans notre horizon culturel. Les cinéastes ont continuellement été amenés à se surpasser, rivalisant d'ingéniosité et d'originalité visuelle. La technologie a permis de concrétiser cette ambition, nous projetant autant dans les terres fantastiques que dans le futur de notre propre civilisation. Depuis les années 2000, une popularité mondiale s'est créée autour des super-héros de bande dessinée sur grand écran. En 2002, Sam Raimi fit paraître le premier opus de sa trilogie Spider-Man, avec Tobey Maguire dans le rôle du grand personnage de Spider-Man, un super-héros provenant de l'univers Marvel. Nous savons que le 7e art ne s'est pas toujours fixé l'objectif de respecter la rigueur scientifique. Mais dans cette trilogie en particulier, les producteurs ont-ils cherché à illustrer les scènes en conformité avec les lois de la physique ? Telle est la question que nous nous sommes posée. Nous avons donc sélectionné quelques scènes emblématiques de cette saga, et avec l'aide de différents professionnels, les avons étudiées, afin de répondre à la grande question. Spider-Man, science ou simple fiction ? La trilogie se concentre sur Peter B. Parker, un jeune génie ayant développé des capacités surnaturelles suite à une morsure par une araignée génétiquement modifiée. L'assassinat de son oncle adoptif par un criminel, assassinat dont Peter se sent partiellement responsable, va l'inciter à utiliser ses pouvoirs dans une intention noble, incarnant un héros araignée bienveillant et protecteur, dans le but de rétablir le tort causé à son oncle. En théorie, ces différents pouvoirs correspondent à des aptitudes présentes chez les araignées. Comparons alors ces super pouvoirs avec leurs capacités. Pour ce faire, plusieurs spécialistes et scientifiques ont été mis à disposition. Je m'appelle Gabriele Greco. J'ai fini mon doctorat à l'Université de Trente sous la supervision du professeur Nicolas Pugno et la docteure Barbara Mazzalai. Maintenant, je travaille à l'Université de Trente, toujours sous la supervision de Nicolas Pugno, et je travaille sur la biomécanique des araignées, en particulier sur la biomécanique des toiles. Nous avons trouvé le professeur Greco dans le forum en ligne de l'association d'arachnologie italienne Arachnophilia, dont il est un des cofondateurs. Partageant sa passion pour les arachnides, il nous a apporté des informations provenant directement de ses recherches, nous aidant à comprendre les pouvoirs de notre héros araignée. Commençons par analyser le sens d'araignée. Grâce à ce pouvoir, Spider-Man ressent une sensation de chatouillement à la base du crâne, qui lui annonce un danger proche et imminent, stimulant instinctivement ses réflexes pour l'esquiver. Cela ne lui fait pas distinguer quel est le danger, mais l'aide à connaître la direction et l'intensité de celui-ci. Chez les araignées, on trouve des espèces de poils qui couvrent leur corps et qui ont comme fonction de capter les courants d'air. Et ceci permet aux araignées de produire une carte de l'environnement autour d'eux qui leur permet même de prévoir la position des insectes en mouvement ou des insectes qui sont en train de voler autour d'eux pour pouvoir éventuellement y sauter dessus et les manger. Une chose différente, c'est le sens des vibrations qui ne sont pas captées par les poils mais par des petites fissures sur la peau des araignées qui sont appelées slits sensitives qui, en modifiant leur dimension avec des vibrations, permettent à l'araignée de percevoir ce qui se passe tout autour d'eux. Pour faire un exemple très pratique, pensez qu'une araignée dans la forêt amazonienne peut percevoir le mouvement d'un insecte volant à 6 mètres de distance. Et dans la forêt amazonienne, 6 mètres de distance est une distance énorme. Avec les petites fissures, une araignée peut percevoir à environ 3 mètres de distance la présence d'un partenaire ou d'une éventuelle proie. Spider-Man est également très fort, pouvant supporter jusqu'à 20 tonnes. Les araignées sont-elles vraiment aussi fortes ? Alors, les araignées sont fortes, même si elles ne le sont pas autant que l'on pense.
Par exemple, les fourmis le sont beaucoup plus. Dans mon expérience personnelle, j'ai vu des petites araignées de quelques millimètres soulever des cafards ou des grands papillons. J'ai aussi vu des araignées très grandes, comme des migales par exemple, réussir à bloquer des rats ou des oiseaux. Donc en vrai, elles sont fortes. Mais si on devait comparer à l'univers Marvel, on pourrait dire que la force de Spider-Man est un peu exagérée par rapport à la réalité proportionnelle des araignées. Comme nous pouvons également constater, Spider-Man se soigne beaucoup plus rapidement qu'une personne normale. Ceci se fait grâce à son facteur de régénération accélérée. Ceci n'est pas tout à fait le cas chez les araignées. Les araignées sont peut-être les créatures les plus douées dans la régénération des parties du corps, car elles peuvent régénérer des poumons, des dents, des yeux, les organes sexuels, une partie de la bouche, des pattes arrachées. Le seul problème, c'est que cela se fait seulement par le processus de la mue. Le processus de la mue est un processus par lequel l'araignée sort de sa vieille peau et il en sort de nouveau. Et ce processus ne se passe pas toujours, mais de façon périodique. Donc oui, ils peuvent régénérer, mais pas comme les cellules humaines de façon continue, qui travaillent dès qu'on les coupe pour couvrir par exemple une blessure. Mais ils font à chaque mue. Si avant le processus de la mue, la blessure devait être critique pour la fonction vitale de l'araignée, elle succomberait. Spider-Man a également les 5 sens très affinés, si bien que Peter Parker n'a plus besoin de ses lunettes. Les araignées nous sont-elles vraiment supérieures au niveau des 5 sens? Alors, il est vraiment parti, car ils ont un sens du goût, mais qui n'est pas autant développé que le nôtre. Par exemple, ils arrivent à distinguer des différentes substances comme celles sucrées. Le toucher est bien évidemment très développé, car ils ont des poils tactiles, qui ne sont pas des vrais poils comme on a dit avant, qui servent pour toucher et orienter les mouvements en fonction de l'environnement. On a ensuite le sens de la vue, qui est très réduit chez la plupart des araignées, mis à part les salticidés ou les araignées loups qui ont un sens de la vue très développé, mais qui encore une fois n'est pas comparable au nôtre. Par contre, l'ouïe et l'odorat ne sont pas présents chez les araignées. Une des capacités les plus emblématiques de Spider-Man est son aptitude d'escalader les murs. Comment les araignées le font-elles? Alors, les araignées ont deux façons de s'accrocher. Au bout de leurs pattes ont deux crochets et ont aussi des minuscules poils qui sont à leur tour couverts de poils. C'est donc des poils poilus. Ces poils poilus créent un multiple contact avec la surface en dessous d'eux, très petit, qui à travers des interactions atomiques, typiquement électrostatiques, donc on peut parler d'interaction de Van der Waals, peuvent créer des forces de lésion très élevées. Finalement, Spider-Man est équipé de 2 lanceurs de toile sur ses poignets, lui permettant non seulement de produire de la soie, mais aussi de lancer les toiles. Les araignées peuvent-elles vraiment lancer les toiles? Si on parle de toile crachée, alors non, parce que les araignées qui crachent leur toile le font normalement dans un espace de quelques centimètres, pas plus. Donc absolument impossible. Tandis que si on parle de toiles qui s'envolent avec le vent, alors oui, là on peut couvrir des dizaines de mètres, même dans l'échelle des araignées. Dans le premier Spider-Man, Peter Parker visite un laboratoire travaillant sur le développement d'organismes génétiquement modifiés. L'une des expériences consiste à la conception d'une super araignée, fruit d'un mélange d'ADN de 3 espèces d'araignées différentes. L'une de ces araignées s'échappe, et c'est celle-ci qui piquera Peter un peu plus tard. Si nous arrêtons cette scène au bon moment, nous pouvons distinguer le nom de ces 3 araignées, ainsi que les capacités qui leur sont attribuées.
La Delena est montrée comme la plus rapide et capable de sauter le plus haut. À la funnel web, scientifiquement appelée Atrax robustus, est attribuée la force et la résistance des toiles. Pour finir, l'Angelenidae est présentée comme celle équipée du sens d'araignée, de précognition et dotée aussi d'une grande vitesse. Ces araignées sont-elles vraiment le meilleur choix quant à leurs capacités pour lesquelles elles ont été sélectionnées? Oui, ou un salticidé aussi. Si on parle de saut, un salticidé est capable de sauter environ 40-50 fois la longueur de son corps. Il est sans doute très vite, donc je pense que même les salticidés. Pensez que quand un salticidé de quelques millimètres arrive à capturer et à immobiliser une abeille ou une guêpe, simplement en lui sautant dessus, donc eux aussi ils vont bien. Alors, l'Anthrax robustus est effectivement connu pour sa grande force, étant donné que c'est une araignée de grande dimension, très grande, donc il est par conséquent très résistant et très fort. Par contre, les toiles d'Anthrax robustus sont nulles, car c'est une des pires du point de vue mécanique dans le monde des araignées. Si on parlait de la résistance de la toile, il serait mieux de parler d'un araignéidé comme, je sais pas, une araignée croisée par exemple, qui est typique de nos jardins. Sûrement, les Angelinidae sont très rapides et très, disons, sensibles. Mais à mon avis, un Sparacidé, pour la vitesse, ce serait mieux. Mais les Angelinidae vont bien aussi. En conclusion, les araignées utilisées pour créer cette super araignée n'étaient pas le meilleur choix. Nous avons passé en revue les pouvoirs de Spider-Man et examiné l'araignée qui l'a piqué. Il nous reste à présent une question. Quel changement serait nécessaire pour que ces deux organismes soient compatibles? Tout, malheureusement tout. Dans le sens qu'on est tellement différents qu'il n'y aura jamais une version où ces deux choses iront ensemble. D'ailleurs, les araignées se sont développées il y a 400 millions d'années, les hommes 2,8, donc on peut comprendre qu'il y a une différence trop grande pour pouvoir faire des comparaisons. Déjà, comme je le disais avant, dans le système cardiovasculaire, les araignées l'ont complètement différent d'une autre. Le fait que leurs muscles aident à s'allonger plutôt qu'à se contracter, bref, tout devrait être changé. Comme nous avons pu le voir, les pouvoirs de Spider-Man sont incroyablement exagérés. Les aptitudes sont loin d'être proportionnelles à celles d'une araignée. Même en ignorant cela, le fait que le corps humain n'a presque aucune compatibilité avec l'anatomie d'une araignée exclut n'importe quelle crédibilité dans ce film. Mettons de côté momentanément ce manque de cohérence par rapport à ses pouvoirs, et analysons maintenant la vraisemblance physique de plusieurs scènes emblématiques de cette saga pour voir si celles-ci sont plausibles ou si elles sont irréalistes, comme les pouvoirs de Spider-Man. Dans Spider-Man 2, Dr. Octavius dévalise la banque de Manhattan, où Peter et sa tante adoptive se trouvent. Dr. Octavius prend Tante May en otage. À la manière de King Kong, Doc Ock, comme l'appellent les médias, escalade la façade d'un bâtiment avec Tante May. Quand Spider-Man intervient, le scientifique lâche la vieille dame. Spider-Man, voyant sa tante en pleine chute, lance une toile, l'accrochant sur son épaule et l'attirant dans sa direction. Après cela, Doc Ock attaque Spider-Man, qui finit par lâcher la toile. Heureusement, Tante May parvient à accrocher son parapluie à une statue décorant les parois de l'immeuble. Premièrement, ce qui nous intéresse savoir, c'est si dans cette scène, la toile de Spider-Man est capable de retenir Tante May. Donc on va commencer par calculer la force qu'il faut pour arrêter la chute de Tante May. F est la force agissant sur Tante May, qui est égale à sa masse multipliée par la valeur absolue de la différence de vitesse sur la différence de temps. Pour estimer la masse de Tante May, on a pris le poids moyen des femmes de l'âge de Rosemary Harris, donc 65 kg. La vitesse,
On l'a calculé à partir de cette formule, ce qui a donné 24,3 mètres par seconde. Le temps, en regardant la scène du film, on remarque qu'il s'agit d'un freinage de 0,5 secondes. Si on effectue cette formule, on va trouver un résultat de 3200 newtons. Maintenant, mettons cette valeur de côté et passons au calcul pour trouver si les toiles de Spider-Man peuvent supporter une telle force. Pour faire ça, on prendra comme référence les toiles des araignées de Darwin, qui sont les toiles les plus résistantes. Leur puissance est d'environ 39 000 mégapascales, ce qui est environ 50 fois plus que les meilleurs aciers. La formule qu'on utilise pour savoir combien une toile de Spider-Man peut tenir avant de se casser est la suivante. F1 représente la force que la toile peut soutenir. P représente la puissance d'une toile par une section d'un mètre carré. Et A, c'est la surface effective d'une toile. Comme on l'a déterminé avant, P est égal à 39 000 mégapascales. On estime ensuite la surface d'une toile à 7 mm². Ce calcul développé, on trouve que la résistance d'une toile est de 280 000 newtons. Ce qui est bien supérieur par rapport à la force qu'on a besoin pour arrêter la chute de tante May. On peut donc affirmer avec certitude que la toile ne va pas lâcher en aucun cas. Il y a encore un facteur à prendre en considération, la quantité de mouvement, ou momentum en anglais, qui agit sur tante May. Tout corps ayant une masse conserve sa vitesse, à moins que quelque chose ne l'en empêche. C'est pour cela que lors d'un accident de voiture, les passagers et les objets dans le véhicule sont éjectés vers l'avant. Nous pouvons faire un lien entre le corps de May et une voiture. Son corps serait le véhicule et ses organes, les objets se trouvant à l'intérieur. Avec un changement de vitesse autant grand, ces organes rentreraient en collision les uns avec les autres. Les conséquences ne seraient probablement pas mortelles, mais elles lui laisseraient au moins quelques séquelles temporaires. Elle nécessiterait sûrement d'assistance médicale et ne serait pas souriante, comme si rien ne s'était passé. De plus, selon la NASA, le problème n'est pas la vitesse ni le freinage, car le corps humain peut supporter des forces bien supérieures. Mais il y a un détail à prendre en compte. Dans ces tests, les individus sont sur des surfaces assez vastes, tandis que tante May est tirée sur un seul point d'attache, son épaule. Étant une articulation, en plus sur une femme âgée, cette zone est relativement fragile. La force nécessaire pour arracher un bras humain est entre 7000 et 30 000 newtons en moyenne. Ce chiffre étant très imprécis, dû au manque d'expérience dans cette question. Vu la valeur que nous avons obtenue avant, 3200 newtons, le bras ne se serait pas arraché, mais très sûrement, la tante de Peter aurait souffert d'une dislocation de l'épaule ou d'un problème dans la colonne vertébrale. Dans cette scène, des voitures de police poursuivent deux voleurs qui tentent de s'échapper dans les rues de la ville. Les criminels sont prêts à tout pour ne pas se faire attraper, et ils tirent avec leurs armes à feu sur les voitures de police. Le conducteur de l'une d'elles perd le contrôle de son véhicule et heurte une voiture parquée, le projetant sur un groupe de civils. Spider-Man accroche 3 toiles au véhicule et à 3 bâtiments différents pour arrêter la chute de celle-ci. Comme on a calculé avant, la résistance des toiles de Spider-Man est dans le meilleur des cas de 280 000 newtons. Maintenant, dans cette scène, il faut commencer par calculer la force que les toiles devront retenir, donc la voiture. Alors, il y a deux facteurs à calculer pour la force de la voiture. Le premier, c'est l'attraction de gravité qui attire la voiture vers le bas. Et donc cela, on le calcule avec cette simple formule. Force est égale à masse fois accélération.
La masse de la voiture, on l'estime à 1800 kg. Et ensuite, l'accélération, c'est l'accélération de gravité de la Terre. Donc 9,81, la constante de gravité. Ce qui nous donne exactement 17 700 newtons. Mais la voiture n'est pas que en train de chuter. En fait, elle a aussi une composante de force horizontale, puisque le policier qui la conduisait était aussi en train de l'accélérer avant qu'elle se crache. Donc comment calculer cette composante horizontale? Alors, il faut utiliser la même formule qu'avant, mais on n'a pas l'accélération de la voiture. Donc, comment la trouver? Il faut utiliser la formule de l'accélération qui consiste à faire vitesse finale moins vitesse initiale divisé par le temps de freinage. La vitesse finale est bien évidemment 0 mètres par seconde puisque Spider-Man l'arrête finalement. Le temps de freinage est de 0,25 secondes puisque la voiture s'arrête en 6 frames dans le film et 6 frames sont équivalents à 0,25 secondes. Et la vitesse initiale, on la trouve comment? Alors si on regarde le film, la trajectoire en l'air de la voiture est plus ou moins de 15 mètres si on compare avec la vraie vie à Manhattan. Et puis elle fait tout ça en 24 frames, donc exactement en une seconde. Donc c'est 15 mètres par seconde. Et tout ça en valeur absolue nous donne un résultat de 60 mètres par seconde au carré. Du coup maintenant on prend ce résultat et on le remet dans la formule initiale. Et le résultat pour la composante horizontale de sa force sera de 108 000 newtons. On prend ces deux forces, la force résultante, la force totale qui va s'appliquer sur cette voiture est de 109 440 newtons. Alors maintenant, faisons quelques calculs pour savoir comment cette force se distribue sur les 3 toiles qui sont attachées à la voiture par Spider-Man. En mettant les forces des toiles et la force de la voiture dans un système d'axes à 3 équations, on peut donc estimer les angles que les forces forment avec les axes et établir ce système d'équations à 3 inconnus. Étant donné qu'on a 3 équations à 3 inconnus, on peut résoudre chaque inconnu et trouver la puissance de chaque toile. La première toile exerce 4400 newtons, la deuxième 26 500 newtons et la troisième 126 000 newtons. Bien évidemment, les résultats sont un peu arrondis. Donc la scène, d'un point de vue physique, est assez plausible puisque une toile peut soutenir jusqu'à 280 000 newtons et ici, celle qui est le plus en état de stress soutient que 126 000 newtons. Donc la seule critique qu'on peut faire à Spider-Man, c'est qu'il a placé les toiles de façon très illogique, puisque une soutient moins de la moitié de la moitié de la moitié de la troisième. Dans Spider-Man 2, suite à un duel contre Dr. Octavius, Parker doit arrêter un train qui roule à une vitesse incontrôlable en direction de la fin de la voie élevée. Pour sauver tous les passagers qui s'y trouvent, le jeune homme ne voit qu'une solution: se mettre devant le train et utiliser sa force pour arrêter celui-ci. Suite à 2 échecs, il décide d'accrocher plusieurs de ses toiles au bâtiment longeant les rails. Il arrive donc à arrêter le train avec succès, juste au bout des voies. Cette scène est très connue, et partout sur internet, on peut trouver plusieurs physiciens, amateurs ou professionnels, affirmant qu'elle est réellement possible. Mais voyons si cela est vrai. D'abord, on doit calculer la force qui est exercée par le train. On doit multiplier sa masse par son accélération. La masse, comme tous les wagons sont pleins, on l'estime à 150 000 kg. L'accélération n'est pas connue. Il faudra donc la calculer avec une simple formule. Accélération est égale à la vitesse initiale du train divisé par le temps qu'il lui faut pour s'arrêter. On trouve donc 1 mètre par seconde au carré. En appliquant ces deux chiffres dans cette formule
Et on trouve que sa force est égale à 1,5 fois 10 puissance 5 newtons. La force nécessaire pour arrêter le train sera égale et contraire à celle-ci. Dans cette scène, Spider-Man lance l'étoile de façon perpendiculaire au mur et au train qui se trouve entre les deux. Quand le train avance, l'étoile s'élonge et crée un angle alpha avec le train. Ce qui nous intéresse vraiment là-dedans, c'est la composante en Y d'étoile de Spider-Man. Ça veut dire la composante de cette toile qui est parallèle à la force du train. Sachant que les meilleures toiles d'araignée peuvent s'allonger de 100%, donc au maximum doubler leur longueur, nous avons estimé que l'angle le plus aigu possible dans cette situation serait de 30 degrés. Maintenant, en utilisant une simple formule trigonométrique, on peut calculer quelle est la force qui est exercée par l'étoile. La force exercée par l'étoile est équivalente à la force du train divisé par 2. Comme vous pouvez le voir, une toile exerce la moitié de la force qu'il faut pour arrêter le train complètement. Divisé par cosinus de 30, ce qui est exercé par chacune des toiles lancées par Spider-Man. Il s'agit de 4,8 fois 10 puissance 5 newtons. On peut voir que la force qu'elles doivent exercer est beaucoup plus grande par rapport à celle qu'elles peuvent soutenir. On peut donc affirmer avec certitude que cette scène est malheureusement irréaliste. Les toiles ne sont pas assez élastiques pour s'allonger comme dans le film et ne peuvent pas créer un angle assez favorable pour arrêter le train. Et d'ailleurs, deux toiles ne seraient pas assez fortes pour stopper le train en marche. Ce qui fait que, avant que Spider-Man puisse lancer les autres toiles pour les supporter, elles s'élongeraient tellement qu'elles se casseraient. De plus, il y a un facteur qui n'est pas pris en compte dans la plupart des recherches sur le web. La troisième loi de Newton. Pour toute action, il y a une réaction égale et de sens contraire. Ce qui veut dire que Spider-Man se trouvant devant le train aurait tout simplement explosé ou perdu ses bras. La résistance surhumaine de Spider-Man ne serait jamais suffisante, car même une baleine se ferait transpercer par un train exerçant autant de force. Si l'on part du principe que Spider-Man est indestructible, ce serait au train de s'écraser ou de se couper, quand dans le film, il n'y a que les vitres qui se cassent, accompagnées d'une déformation minime. Nous pouvons alors conclure que toutes les sources qui affirment le réalisme de cette scène sont incorrectes ou incomplètes. Spider-Man est en effet un chef-d'œuvre dans le milieu cinématographique et de la science-fiction. Mais pour un film qui devrait être basé sur la science, beaucoup trop d'incohérences physiques et biologiques demeurent. Les pouvoirs sont incroyablement exagérés, et la physique, même si plausible, contient trop de détails incohérents qui la rendent impossible dans la réalité.